Les Pourquoi de François, un podcast où François pose des questions. Une présentation d'Autogestion Optimum. Bienvenue au podcast Les Pourquoi de François. Aujourd'hui, je reçois un ami, mais pas n'importe quel ami. Sébastien. C'est le genre de gars qui regarde une carte du monde et qui se dit « Tiens, je pourrais traverser ça en vélo. » Le genre de gars qui voit une montagne et qui ne demande pas « Est-ce que c'est dangereux? » mais plutôt « À quelle heure on part? » Il a enchaîné des exploits que la majorité d'entre nous regardons confortablement assis sur notre divan. Ascension mythique, traversée de milliers de kilomètres, défis d'ultra-endurance qui feraient hésiter même les plus téméraires. Mais au-delà des kilomètres parcourus et des sommets atteints, Sébastien incarne quelque chose de beaucoup plus grand, la résilience. Vivre avec le diabète de type 1 et transformer cette réalité en moteur de dépassement, ça, c'est inspirant. Athlète d'endurance, conférencier de renom international, leader, mais surtout humain profondément animé par un pourquoi puissant. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'exploit, on parle de courage, de mental et peut-être aussi de ce qui pousse un homme à pédaler plus loin que la logique. Je vous présente mon très bon ami, Sébastien Sasseville. Merci. Sébastien, bienvenue à mon podcast. C'était fin tout ça. Est-ce que c'est représentatif? Ben oui, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est le parcours. J'ai aimé la mention de sens beaucoup dans l'introduction. Moi, ça m'a toujours guidé, donc je suis content d'être là. J'ai composé ce petit texte-là moi-même en relatant des traits de personnalité que je connais, parce qu'on est des amis depuis longtemps. Et j'ai demandé une petite sauce ChatGPT. Ouais. Alors, il y avait des tournures de phrases un peu. Non, j'aime ça de travailler avec ChatGPT. Ça peut amener une petite touche un petit peu spicy qui est agréable, que j'aime tant. Sébastien, mon ami, je suis honoré que tu sois présent. Tu es un gars excessivement occupé qui voyage partout à travers le monde à la conquête de 1001 défis avec tes projets de conférencier. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Mm-hmm. Mais la fameuse question que je pose à mes invités, pourquoi avoir accepté mon invitation? Pas facile, ça. Pourquoi avoir accepté l'invitation? Je pensais que tu allais me demander pourquoi faire tout ça. Ben, la réponse, elle est extrêmement simple. C'est parce qu'on est des amis. C'est parce que on se connaît depuis longtemps, parce que tu as été là pour moi, j'ai été là pour toi. C'est pour ça que je suis ici. Là. Des trucs comme ça, j'en reçois, j'en refuse. Quand j'ai reçu ton invitation, c'est sûr qu'il faut que je sois là. Tu en fais souvent, je pense, des podcasts. T'en as fait quelques-uns, à tout le moins. Des podcasts avec des plus grosses cotes d'écoute, vraisemblablement. Mais j'ai bon espoir qu'avec ta présence aujourd'hui, de voir des cotes gravir. Mais tu sais, comme tu sais, moi, je fais ça dans un but de m'amuser puis d'avoir des rencontres inspirantes. Et je dois dire que c'en est toute une aujourd'hui. Depuis quand on se connaît? Quelle année? On s'est Hey, c'est une bonne question. Je me souviens, les pompes à insuline. Exactement. C'est une rencontre professionnelle, c'est ça? Exactement. Donc, je te dirais que c'est en 2014-2015 qu'on s'est connus. À l'époque où, effectivement, j'étais représentant et je vendais des pompes à insuline. Et tu es diabétique type 1. On s'est rencontrés lors d'événements avec des patients. Donc, et je me rappelle notre fameux voyage lorsqu'on est parti de l'hôpital Sainte-Justine en voiture, toi et moi. Et normalement, c'est 2h30 qui peut sembler assez long, un voyage même. Mais je pense que ça avait passé en claquant des doigts. Je me rappelle surtout des Tinbits qui avaient tout fucké ma glycémie. Gracieuseté de qui, ça? Ouais, c'est moi qui les ai mis dans ma bouche. Donc, je suis responsable de mon petit bonheur. Tu t'assumes pleinement.
Mais en tout cas, bref, c'est une rencontre que j'attendais depuis longtemps et ça n'a pas été facile de booker la date parce que, comme on disait tout à l'heure, tu es assez occupé. J'aimerais d'entrée de jeu, Sébastien, qu'on puisse un peu... Bon, j'ai fait une petite introduction, mais j'aimerais ça que tu puisses nous raconter brièvement qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 22 ans. Sébastien Sasseville, originaire de Québec, grandi dans le Binière, grandi dans un tout petit village, famille classe moyenne, super bons parents, rien à déclarer là. 22 ans, je suis à l'université, ici à l'Université Laval, puis c'est là que j'ai reçu le diagnostic de diabète de type 1. Donc là, il faut dire mon frère. Ça, j'aime ça quand c'est mentionné dans l'histoire. Mon frère, mon jeune frère, lui a été diagnostiqué 3-4 ans avant moi. Et lui en est presque décédé parce que quand c'est pas que tu es diabétique sans le savoir, c'est que tu le deviens overnight. Donc, acidocétose et tout ça. Donc, mon frère, son cœur a arrêté de battre. C'était une question de pas d'heures, mais de minutes. Donc, nous, on a vécu ce choc-là, cette culpabilité-là, même d'avoir pas assez agi tôt. On ne savait pas. Donc, c'est un diagnostic pour mon frère qui est hyper traumatique pour tout le monde. Et puis moi, je suis diagnostiqué à 22 ans, je reconnais les symptômes, j'étais à l'université, je me conduis moi-même à l'hôpital, ils me font une glycémie, ils me disent c'est diabétique de type 1, ils me donnent l'insuline, ils me renvoient à la maison. Là, je remange, je simplifie, je suis resté là 24 heures, mais tu sais, c'est des diagnostics complètement différents. Il y a des gens qui vont écouter aujourd'hui qui vont avoir vécu des choses là, aux deux opposés du spectrum. Et bon, là, ça change ta vie. Tu commences à vivre avec ça. Il y avait de l'ambition avant le diagnostic. Je pense pas qu'il y avait de discipline. Je pense que c'était facile, surtout à l'université, là. Tu sais, de dire tu vas faire le Mont Everest, là, mais tu prends aucune action, tu fais rien, là. Donc, le diagnostic, c'est ça qui a amené de la discipline, de la rigueur, de l'humilité à cet âge-là. Et le lendemain du diagnostic, tu n'as rien de fait, tu n'as rien de changé, tu n'as pas de ces réflexions-là de fait. Tout ce que je viens de te dire, c'est des choses que tu intellectualises 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Mais ce que ça a fait, c'est que ça te met sur un chemin différent. Tu ne sais pas encore ce qui s'en vient, mais au moins, tu t'en vas du bon bord. Fait que le gars, avant 22 ans, et qui a vécu son frère, que son frère a eu ce diagnostic-là quelques années auparavant, est-ce que ça t'avait amené un certain déclic ou par rapport à tes habitudes de vie? Parce que tu m'avais déjà dit que tu n'étais pas très sportif à l'école. Non. J'ai passé plus de temps au pub qu'au PEPS, disons, à l'époque. Non, je pense que le diagnostic de mon frère, étant donné que le diabète de type 1, c'est pas une maladie de lifestyle, c'est pas parce que tu manges bien ou mal. Il n'y a pas eu de déclic à ce niveau-là. Je peux même pas dire que je m'étais déjà posé la question, ça pourrait-tu m'arriver à moi, là, cette idée là, que c'était génétique à l'époque, c'est peut-être moins dans nos esprits. Donc, moi, j'ai trouvé ça triste pour lui. On a fait ce qu'on a pu en famille, puis 4 ans plus tard, bang, puis c'est à ton tour. Donc, ça, ce process-là t'appartient quand ça arrive. Donc, ça arrive pratiquement du jour au lendemain, cette condition-là? Oui, si on simplifie, là, ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais à peu près. C'est une maladie auto-immune, c'est ton propre système immunitaire qui détruit les cellules bêta dans le pancréas, c'est eux qui font l'insuline. Le processus de destruction s'opère sur 2, 3, 4, 6 mois, c'est pas important. Au début, ce qui reste fourni, mais là, moins en reste, plus ça patine, et là, ce n'est plus suffisant. Tranquillement, les glycémies montent jusqu'à un point que ce soit très dangereux, que les symptômes se manifestent. À un moment donné, parce que le seul autre moyen que le corps a d'évacuer une glucose, c'est via l'urine, et le corps est bien fait, donc tu es tout le temps assoiffé, tu bois 1 litre d'eau à l'heure, tu es à la toilette 4 fois à l'heure, fait que tu es allé pisser 25 fois, 30, 40 fois dans ta journée, il y a de quoi qui se passe, puis le diagnostic est assez simple. Là. Quand tu reçois ce diagnostic-là, tu réagis comment?
Ben, moi, j'ai quand même bien réagi, là. Puis j'essaie pas de romancer ça. Parce qu'il y avait une expérience familiale que tu avais vécue. Je pense que oui. Je pense qu'il y avait dans l'inconscient un désir d'aider mon frère. Je pense qu'il y avait dans l'inconscient je sais pas, quelque chose qui a cliqué vraiment vite. Puis encore une fois, là, c'est pas parce que je suis plus fin ou plus sage, c'est pas vrai. Pour je sais pas quelle raison, moi, ça a été le réflexe. Là. Mais clairement, j'avais pas cette sagesse-là là, à 22 ans, mais c'est ça qui s'est passé. De rapidement vouloir l'accepter, s'en occuper. En fait, ce que j'ai compris vraiment rapidement, c'est que si j'en prenais soin, ça ne serait pas un problème. Et ça, c'est vraiment important. Là, je le réfléchis en te parlant. J'ai vu, tu sais, je suis impliqué là-dedans, ça fait 20 ans. Fait que des centaines de jeunes, moins jeunes, là, l'ignorer, faire comme si c'était pas là. Et là, c'est là que la chaîne débarque. Parce que c'est pas le diabète qui t'empêche de faire du sport. C'est pas le diabète qui cause des complications. C'est le diabète mal contrôlé qui cause des complications. C'est le diabète mal contrôlé qui t'empêche de voyager ou de faire ton sport préféré. Il y a une nuance énorme. Fait que moi, cette idée de responsabilité-là, je ne suis pas une victime. Là. C'est comme, ça m'appartient. Ça va-tu être chiant? Absolument. Mais là, je n'ai pas le choix de faire ça pour que la suite fonctionne. Parce que la suite, dans la vie, là, c'est le fun. Fait que le processus d'acceptation a été quand même, somme toute, assez rapide dans ton cas? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une journée de marde de temps en temps. OK. Right? C'est pas parce que tu l'acceptes que tout est rose. Fait que encore une fois, ça, c'est des belles questions, c'est des belles discussions. Acceptation, ça ne veut pas dire que chaque journée se passe bien non plus. C'est correct, c'est normal. Vivre avec une pompe à insuline amène son lot de restrictions, d'un certain contrôle, d'ajustement au niveau des horaires, ce qu'on mange, les activités que l'on fait. Donc, ça amène quand même une certaine forme de côté gestion. Mm-hmm. Gestion du temps, gestion des activités. On devient confortable rapidement? On devient confortable rapidement avec la pompe, dans le sens où on apprend à la porter, la placer, la cacher, avoir des vêtements faits pour ça selon ton sport, selon les activités que tu aimes. Et ça aide énormément là, à en faire plus. En fait, ce que j'utilise aujourd'hui comme système, il y a 22 ans, on en parlait en riant, en se disant c'est de la science-fiction, ça n'arrivera jamais. On se disait ça serait fou raide si j'avais ma glycémie en temps réel sur une montre. On a ça. Les parents ont la glycémie de leur enfant en temps réel sur leur cellulaire maintenant. La pompe prend des décisions. Si elle voit que la glycémie monte, descend, c'est pas parfait. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est extraordinaire. Tes porte-parole aujourd'hui, je pense que tu travailles, tu t'impliques beaucoup là, dans le milieu. Je m'implique quand je peux, je m'implique moins qu'avant. Je ne suis pas porte-parole, honnêtement. Là. Il y a plusieurs années, plus impliqué par choix, moins impliqué maintenant par choix aussi. La vie continue. Souvent, au début, tu veux tout faire, là, tu veux faire ta part, puis là, comme je sais que je vais vivre avec ça longtemps, là, j'ai plus besoin d'en parler ou d'être impliqué. Une fois de temps en temps, le camp pour les jeunes, je trouve ça diabétique, camp 3 saumons, Caroanis, des affaires comme ça, là, j'aime ça. Les levées de fonds, le parler à nos politiciens, hyper important. Ça me tente moins maintenant. Mais tu l'as déjà fait. Oui, je l'ai fait. Puis gratitude gigantesque pour les gens qui mènent ces batailles-là. C'est hyper important. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait ce qu'il fallait pour me sentir bien avec cette maladie-là, me sentir utile. Puis après ça, tu sais, ça ne définit pas. Là, je parle presque plus là, de ça. Mais, c'est drôle, j'en parle plus, mais c'est mon quotidien. Il n'y a pas une heure que je ne pense pas à mon diabète. Je le gère quotidiennement. Mais t'en parles presque plus, mais ta vie d'aujourd'hui, ce que tu fais comme travail, ce que tu fais comme réalisation sportive, et on va en parler très bientôt, tout ça a été... C'est intimement lié.
C'est complètement lié. Ouais. Si à 22 ans, il n'arrive pas cette situation-là, tu n'es peut-être pas ici devant moi aujourd'hui à me raconter assurément cet aspect-là, mais tu n'es peut-être pas conférencier, tu n'as peut-être pas fait l'ascension de l'Everest, tu n'as pas fait tous les événements que tu as fait probablement, peut-être. On ne saura jamais. On le saura jamais. Peut-être que je serais devenu quelque chose de encore plus grand ou différent. Tu sais, on ne le saura jamais. Quand même le fun de la vie pour ça. Là, Parce que tu m'as déjà dit, Sébastien, je ne veux pas dire des mauvais mots, là, mais tu m'as déjà dit, c'est le plus beau jour de ma vie où je suis né cette journée-là, à 22 ans, dans le sens que ma vie a pris une tournure. Et j'ai réalisé tout ce que j'ai réalisé jusqu'à ce jour, entre autres de venir à mon podcast, ce qui est hot. Tout ça à cause d'un événement marquant que tu as tourné en positif, qui a fait de toi le Sébastien Sasseville qu'on connaît aujourd'hui. C'est sûr que c'est intimement lié. Peut-être que c'est mon mécanisme de protection, de coping, tu sais, de bien vivre avec ça, de peut-être essayer de le dissocier, mais c'est écrit sur les murs. Sans ce diagnostic-là, le parcours que l'on connaît, parce qu'il y aurait peut-être eu un autre parcours aussi trippant, mais complètement différent, mais le parcours qu'on connaît, tu sais, c'est ma vie, là. Ça va être mon legs, ça va être mon héritage, c'est ce que je suis. C'est intimement lié au diagnostic, au diabète de type 1, à cette maladie-là. On arrive à tes événements sportifs. La liste est longue. On n'aura probablement pas le temps de tous les énumérer, mais il y a quand même des éléments importants que je veux que les gens puissent connaître de toi. Donc, j'aimerais ça que tu me dresses le topo, les événements que tu as faits, puis on va pouvoir s'attaquer à chacun d'eux, puis la naissance de tout ça, là, les projets que tu as décidé de faire et tout ça. J'aimerais comprendre tout ça. Donc, tu sais, avant qu'on passe sur record, là, on parlait de mes hits, là, mes gros hits, puis c'est sûr que tout a commencé avec l'ascension du Mont Everest. C'est ça qui m'a mis sur la map. C'est en 2008. Ça va faire 20 ans dans 2 ans. Ça me fascine qu'on en parle encore. Mais c'est sûr que le diabète de type 1, premier Canadien atteint de type 1 à atteindre le sommet du Mont Everest, 3e au monde, tu recules de 20 ans, c'était quand même un big deal dans la communauté. Johnson & Johnson qui envoie une équipe filmer une publicité au camp de base du Mont Everest, c'était un big deal à l'époque. Et c'est ça qui a ouvert plein de portes. C'est comme ça que j'ai commencé à donner des conférences. C'est comme ça que j'ai été invité à toutes sortes d'endroits. C'est ce qui a donné une confiance pour la suite. Ensuite de ça, l'exploit d'après, ça a été la course dans le désert du Sahara. Puis je pense que ça a marqué l'imaginaire parce que tu passes de l'Everest au Sahara. C'est ce qui m'attirait là-dedans. Fait que là, tout ce qui ma personnalité, c'est une athlète d'endurance. Je suis pas un sprinter. Donc moi, quand ils me disent 250 km dans le désert, c'est sûr, ça m'attire. Puis c'est en revenant de ça, tu sais, si on descend la liste, c'est en revenant de ça que je me suis dit, OK, un marathon par jour à 40 degrés, c'était pas si pire. Je pense que je pourrais en faire plus. C'est ça qui a donné la confiance pour commencer à travailler sur le projet de traversée du Canada à la course. Une dizaine d'années de triathlon, j'en parle jamais. J'ai fait 10 Ironman, une trentaine de demi. Et puis c'est ce qui a mené après ça à la traversée du Canada à vélo, mais en tentative de record Guinness qui n'a pas fonctionné. J'ai traversé le Canada à vélo en 15 jours, 17 heures. Ça, c'est ce qui a ouvert la porte pour la fameuse Race Across America, qui est vraiment sur le CV en ce moment, qui est au top, là. Donc, c'est 4800 km, c'est Californie, Maryland, puis tu as 12 jours. Fait que tu roules 22 heures par jour, 12 jours d'affilée. Avec une équipe, évidemment, il n'y a rien de tout ça qui est possible sans l'équipe. C'est un de mes messages les plus importants. Puis plein d'autres défis, tu sais, pour stay out of trouble. Des plus petites choses, des projets d'été, toutes sortes de courses. Là, maintenant, je
je me prépare pour une backyard. J'ai hâte de voir ce que je vais être capable de faire. Là. C'est la course avec les loops à l'infini, last man, last women, standing. Je fais la course à Kakuna. OK, mais ça, tu l'as fait, ça, déjà? Je la refais là, l'été prochain. À l'été 2026, tu refais ça. Oui. Puis, OK, donc ça, c'est... ça, tu fais une loop à vélo. À vélo? À la course? À la course. OK. Et c'est hyper simple. C'est 6,7 km et puis tu as 1 heure et ça part aux heures. Donc, si tu fais ton 6,7 en 36 minutes, en 42 minutes, tu t'assois et tu attends l'heure et ça repart uniquement à ce moment-là. Il n'y a pas de distance ou de temps. Ça finit quand il reste juste une personne. Simple de même. Alors, le premier loop, c'est super facile. Les 5 premiers loops, c'est simple, mais là, quand même, 32-33 km de couru. 10 loops, 10 heures. Mais tu as un marathon et demi, tu es rendu à 67 km. Fait que là, ça tombe tranquillement. Et puis, ça se rend à 24, 30, 50, 75 heures. Je pense que le record du monde est à 119, si je ne me trompe pas. 117. C'est toujours la même formule, ce processus-là? Toujours la même formule, toujours la même distance. Ils font ça à plusieurs endroits, plusieurs pays. Partout sur la planète. Donc là, tu as fait au Québec. Avec ça, cet été, ton objectif, c'est... Parce que tu as fini combienième l'année passée quand tu l'as fait? Quand je l'ai fait, j'ai fait 17 tours. C'est pas beaucoup. C'était des conditions quand même difficiles. Je pense qu'on était à peu près 130 sur le fil de départ. Je suis débarqué, il en restait 25. Fait que c'était pas une mauvaise performance compte tenu des conditions. Je faisais presque 40. Mes pépins de santé avaient commencé. J'ai passé à travers 2-3 trucs dans les dernières années. Là, la course, c'est dans 4 mois, puis je suis 5 fois plus en forme que quand j'étais sur le fil de départ en 2024. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Fait que mentalement et physiquement, tu te considères en meilleure position pour... Tu vois une grosse différence. Ah, 100%. En 2024, j'ai pas été capable de me dépasser mentalement. Le corps a lâché, puis l'esprit était frais comme une rose. C'est pas vraiment long, 17 heures. Fait que là, si je peux avoir la mécanique pour durer longtemps, puis aller tester le mental pour vrai, ça, j'aimerais ça. Quand tu fais des événements comme ça doit être pas mal tout le temps les mêmes visages que tu vois, là, des crinqués là, comme toi, là, qui sont... Oui, non. Ben, c'est un super bon point. Il y a des visages qui reviennent, des visages qui disparaissent. Moi, je suis disparu pendant une couple d'années. Il y a des gens que tu reconnais, il y a les petits nouveaux, il y a des gens qui commençaient à 20 ans, il y a des gens qui commençaient à 60 ans. C'est sûr, c'est une communauté. L'endurance, le trail, tout ça. Tu sais, en marketing, il y a plusieurs... Ben, il y a 50, 115 ans, on vendait à des groupes d'âge, là. Tu vendais aux pères de famille, tu sais. Là, on vend à des tribus. Fait que, tu sais, la tribu du trail running, ou, tu sais, que tu aies 20 ans, 60 ans, c'est une tribu à laquelle on market des affaires, des courses, des produits. Fait que, ouais, il y a ça. Dans cette communauté-là, est-ce que c'est, à ta connaissance, tu es le seul à être diabétique type 1 avec une pompe insuline qui est... Non, il y en a tout le temps un ou deux. C'est tout le temps le fun. Parce que ça amène une difficulté, un niveau de gestion plus... tu as une difficulté de plus que ton compétiteur à côté de toi là, sur la ligne de départ. Oui, totalement. Moi, c'est ce qui rend encore l'événement encore plus important à mes yeux. Mm-hmm. Parce que la journée de ta prochaine compétition cet été à Kakuna, comment tu vas te sentir, comment va être la gestion de ton diabète, parce que tu disais tantôt, c'est un combat de tous les jours, c'est jamais pareil. Tu as beau te préparer en fou, physiquement, mentalement, si la journée, le diabète fait des cabrioles, c'est pas l'idéal. Non, c'est sûr. Fait que tu as ta part de responsabilité, tu as ton travail à faire comme préparation. Ensuite, tu as ta responsabilité pour tous tes scénarios de contingence. Ensuite, c'est ta responsabilité de le surveiller puis de l'adapter. Ça arrive jamais, là. Tu fais un plan puis tu exécutes le plan tel quel. Ça arrive jamais, ça. Donc, il faut que quand ça arrive, au lieu de tomber dans un endroit de frustration, que tu restes droit. Tu sais, si l'esprit reste... droit, le corps va rester droit plus longtemps.
Et puis là, tu fais ce qu'il faut pour ajuster à chaque loop, mais je le regarde 2 fois par loop, là, mon diabète. Si on remonte chronologiquement, ça, c'est le dernier événement que tu as fait, le dernier exploit. Moi, j'appelle ça un exploit parce que je trouve ça incroyable. Mais si on remonte à ton premier exploit, l'ascension de l'Everest. Faire l'ascension de l'Everest, on ne s'aventure pas n'importe qui là, dans un projet comme ça. Ouais. Ça nécessite une préparation. Mm-hmm. Est-ce que le corps médical qui s'occupe de Sébastien Sasseville dit « Hey Sébastien, là, tu vas slacker la poulie, là. » Puis, ou au contraire, tu es encouragé. Oui. Puis, c'est sûr qu'il y en avait. Moi, j'habitais à Vancouver à l'époque. Il y a des professionnels de la santé qui ne voulaient pas toucher à ça du tout. Et puis, j'ai trouvé un en particulier, Dr. Tom, à Vancouver, qui pratique encore, mais qui, lui, était... Je veux dire, c'était un rêve pour lui d'accompagner un patient, tu sais, dans cette quête-là. Donc, tu t'entoures des bonnes personnes, tu choisis des personnes qui vont, avec toi, trouver des façons que ça arrive plutôt que des raisons pour pas y aller. Mais c'est sûr que peu importe le projet, il y a toujours quelqu'un qui va pas y croire. Souvent, ils projettent. Eux, ils pensent pas qu'ils sont capables. Fait que le projet, il se peut pour personne. Mais non, ça m'a jamais découragé, ça m'a jamais empêché de continuer à avancer, qu'il y a des gens qui y croyaient un petit peu moins. Là. Mais tu as été accompagné d'un corps médical. Ouais. Est-ce que tout le monde est accompagné par un corps médical ou toi, dans ta condition particulière, c'était une sécurité supplémentaire? Ou? Ben, dans l'équipe, on avait un médecin urgentologue qui était avec nous pendant l'expédition. En fait, il a quitté un petit peu plus tôt parce que l'altitude, c'était un petit peu plus difficile. Il y a eu de la difficulté à s'acclimater au camp de base. Moi, je n'avais pas de médecin ou d'infirmière collé sur moi 24/7. Okay. Donc, ton travail, c'est de faire la préparation, avoir les discussions, d'aller pratiquer toutes sortes de choses. Parce que, tu sais, on parle de premier exploit à Mont-Everest, mais il y a presque 7-8 ans d'alpinisme avant ça. L'année d'avant, on est au Tibet. L'année d'avant, je suis au Kyrgyzstan. J'habite à Vancouver. On s'entraîne là-bas. On est en montagne à tous les ans. Donc, ça, c'est des devoirs. Progression, oui. C'est une progression que tu as faite. Tu ne t'es pas attaqué à l'Everest. Totalement. C'est hyper important de le mentionner. Ça, premier exploit, Everest, tu peux être sûr qu'il y a des affaires qui se passent les 10 années avant, qui sont dans l'ombre. Tout le monde s'en fout. Tant que c'est pas le big one, nobody cares. Fait que toi, c'est correct, ça aussi, là. Que l'univers s'assure que toi, c'est vraiment ça que tu veux. Sans ça, si on te le donne tout de suite, comme tout le monde va le faire. Fait que oui, il y a une préparation qui est invisible pendant plusieurs années. Des gros défis, là, comme l'année d'avant, c'est quand même une expédition de 2 mois. Ça coûte 20 000 $. Moi, j'ai 27 ans, là, j'ai pas une scène, là. Donc ça, c'est de la commandite, puis c'est de l'organiser, puis c'est de le planifier, c'est tout ça. Mais ça fait 20 ans qu'on n'en parle pas, là, mais moi, je suis passé par là. C'est à ce moment-là, petite étape par petite étape, que tu développes la piqûre, le goût pour le dépassement de soi. Ouais. Forcément, je te connais, là. Tu es toujours... Quel autre projet pourrait pas battre l'autre, mais quel autre projet pourrait être encore une coche en haut? Ouais. Moi, ça m'impressionne, mais l'Everest, c'est la signature. C'est ta première grosse signature. Mm-hmm. Est-ce qu'on a réussi à faire l'ascension dès la première fois? Oui, et on était chanceux. Ça, moi, je suis hyper transparent avec ça. Là. Il y a des alpinistes extraordinaires. Ça prend 1, 2, 3, 4 tentatives. Les taux de succès ont changé beaucoup sur la montagne. Il y a de la nouvelle technologie, il y a de l'équipement qui s'est beaucoup transformé. Je suis hyper conscient. Everest, ce n'est plus ce que c'était. Ça a perdu de son glow, tu sais, avec les centaines de personnes qui y vont, tout ça. Je suis hyper conscient de tout ça. Là. Je suis super fier d'avoir fait ça dans le contexte de 2008, avec la maladie que j'avais, avec ce qu'on connaissait de la montagne à l'époque, puis ce que ça représentait à l'époque, mais c'est pas qui je suis, là. C'est quelque chose que j'ai fait. Là, ça commence à être vieux. Honnêtement, j'y pense plus si souvent que ça, là. Aimerais-tu le refaire? Juste pour le vivre différemment, puis peut-être l'apprécier différemment?
Peut-être. Avant de retourner sur l'Everest, je retournerais en montagne. Je veux dire, moi, j'ai passé presque 10 ans de ma vie, 10 ans, c'est peut-être exagéré, là, mais plusieurs années en montagne. Je faisais que ça, je rêvais qu'à ça. C'était le but ultime. Donc, c'est pas... puis là, j'ai recommencé à hiker un petit peu plus, à aller un petit peu plus en montagne, un petit peu plus en trail running récemment. Puis ça me rend hyper heureux là, de retourner là. Je fais le parallèle avec, tu m'avais déjà dit, François, quand j'étais au primaire, au secondaire, en tout cas quand on jouait au ballon prisonnier ou quand il y avait des équipes sportives qui se créaient, j'étais toujours le dernier choisi ou à peu près. Là. Mm-hmm. Ça, moi, ça me... Top 5 dernier choisi. Top 5. Peut-être pas le dernier, mais il me semble, c'était plus bien. Me semble que ça ne fit pas dans ton parcours. C'est juste surprenant. C'est juste étonnant. Moi, c'est ça le mot qui me revient en tête tout le temps. Puis de voir ce que tu as commencé à accomplir avec ça par la suite, c'est juste une réponse à ta situation, à dire, tiens, toi, à mon passé, je sais pas, je le vois de cette façon-là, tu es réactif, puis tu te dis, Caroline, je vais pas me venger, là, mais à quelque sorte. Oui, bien, c'est aussi, tu sais, comme athlète, moi, je suis un athlète d'endurance, tant dans les capacités physiques que la posture psychologique, je suis conçu, je suis fait pour l'endurance. Versus au primaire, au secondaire, pour le professeur d'éducation physique, c'est beaucoup plus simple, donner un ballon puis dire « organisez-vous avec ça », faire jouer à des jeux d'équipe parce que tu as une classe à gérer. C'est rare qu'en 4e année, le professeur d'éducation physique te dit « allez courir 15 km dans le bois ». Ça arrive juste pas. Donc moi, c'est un petit peu plus tard que j'ai réalisé que j'étais conçu pour l'endurance, un rythme cardiaque naturellement plus bas. Ça fait 20 ans que j'étais en zone 2. Fait que, par-dessus ça, j'ai développé certaines capacités. Et fait que c'est pas non plus totalement anormal que ça se soit découvert sur le tard, ça. Fait que là, tu fais l'ascension d'Everest. C'est un check sur ta to-do list qui était à ce moment-là peut-être pas très longue, mais te connaissant, ben, tu as commencé à en rajouter. Mm-hmm. Hein? C'est quoi l'étape dans ta tête qui va alimenter ton prochain défi? Parce que là, tu as fait cette ascension-là un succès. Là, tu dis, OK, là, j'ai le goût encore plus. Je veux en faire plus. Mm-hmm. Comment tu décides ton prochain projet? C'est intéressant, ça, parce que, c'est vrai qu'il n'y avait pas de to-do. Donc, il n'y avait pas vraiment de liste. Puis si j'inspecte le parcours, je suis toujours allé vers des choses qui m'attiraient. Quand j'ai découvert la course dans le Sahara, qui est le projet d'après, je suis tombé en bas de ma chaise. C'est donc bien fascinant, cette histoire-là. Les paysages que tu vas vivre, là, tu t'intéresses à la course, tu comprends que tu vas rencontrer toutes sortes de gens complètement fascinants. Donc, mon parcours, c'est toujours quelque chose qu'on choisit avec son cœur. Tu as un intérêt réel. Tu le fais pas parce que ça te fait donner des conférences ou parce que ça te fait donner une table dans le dos. Tu as vraiment le goût de faire ça. Puis, chaque chose a toujours mené à la suivante. Chaque porte que j'ai ouverte en faisant confiance, j'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière, mais j'ai le goût d'aller là. Là, il y a 10 autres portes que je savais même pas qui existaient. Puis, fait que c'est chaque chose qui a mené à la suivante. Ça a vraiment été comme ça. Le Sahara, c'est combien d'années après le... C'est 2012. 2012. C'est 2012, c'est 4 ans après. L'entraînement pour mener à ça, le Sahara, est-ce que c'est un entraînement qui est somme toute différent que de faire des ascensions? Est-ce que tu te considères mieux équipé mentalement et physiquement à ce moment-là? Parce que moi, c'est le build-up de la personnalité que tu es et ta capacité à prendre des décisions, puis le mental, puis le physique, puis c'est ça que je veux comprendre. Je fais juste quand quoi qui me tente, j'y vais. Puis je réfléchis pas à ça se peut-tu, ça se peut pas, je vais-tu me tromper, je vais pas me tromper. Puis j'ai encore un super gros sentiment d'imposteur. Comme tout le monde est bandé raide sur cette course-là, moi, à l'époque, je suis pas un ultra-runner, j'ai pas vraiment de coach. Tu me parles de la préparation. J'ai fait ça comme je pensais le faire, j'avais aucune capacité. Je pourrais
pourrais me repréparer pour ça. Là, 20 ans plus tard, là, je suis devenu un athlète d'endurance, je me suis bien entouré, j'ai travaillé avec plein de bons professionnels, j'ai appris plein de choses. À l'époque, j'ai aucune idée de ce que je fais. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que c'est quand même récompensé, ça, cette prise de risque-là. Je te dis, regarde, je le fais, puis là, après ça, ben, ça t'apporte un petit peu de réussite, mais ma préparation pour cette course-là, c'est pas... Tu referais cette course-là aujourd'hui, en 2026, ça serait complètement différent comme préparation. Absolument. Avec tous les apprentissages que tu as eus. Oui, absolument. C'est ça la beauté. Là. Oui, on le fait avec les outils du moment, mais aujourd'hui, avec les mêmes outils, avec les connaissances et les expériences, ça te permet d'aller encore plus loin. Ça te permet juste d'aller plus loin et puis d'en faire encore plus. Alors, fait que là, on a fait cette course-là. C'est combien de jours la course? C'est 5 jours, 250 km. C'est all by yourself, tu es complètement tout seul. Ben, tu as c'est 5 étapes chronométrées. 5, à peu près, les 4 premiers jours, c'est à peu près 40 km. La dernière journée, c'est une étape double. 80 km, c'est pas une course d'orientation. Non, c'est ça, c'est balisé. C'est balisé du début à la fin. C'est une course qui est très bien rodée, très sécuritaire, très bien surveillée. C'est en autonomie quasi complète. Donc, tu fournis tout. Ça, c'est l'équipement et ton snack, sauf l'eau. L'eau, aux 10 km, il y a une station de ravitaillement. Il faut que tu aies une capacité de transport d'à peu près 3 litres. Mais tout le reste, ton snack pour la semaine, ton équipement, tu le fournis, tu le transportes. Donc, jour 1, là, tu as un sac sur les épaules qui est un petit peu plus pesant. Oh, misère. OK, donc ça, OK. Vous étiez combien au départ? T'en rappelles-tu? 134, je pense, en Puis à la 2012. fin, il y en a combien? Tu as toujours à peu près le tiers des participants qui ne terminent pas. Là. J'ai plus les chiffres exacts pour l'année. Moi, j'avais terminé 21e. 21e. Ouais. Là, tu disais que tu transportes ton stock. Moi, je pensais qu'il y avait un service de bagagiste là, pour toi, là, puis dans ton resort. Donc, tu transportes tes trucs. Là. Donc, tout ce qui est... C'est de la nourriture sèche, probablement. Ouais. Au campement, le soir, il t'offre de l'eau bouillante, là, de l'eau chaude. Fait que là, tu peux aller remplir tes sacs de repas faits pour ça. Mais... T'sais, quand tu embarques dans l'autobus avec tous les participants, là, ils t'amènent au début du désert où est-ce que ça va commencer. Donc, tu embarques dans cet autobus-là dimanche soir, admettons. Ben, tu es dans tes cuissards, puis le T-shirt dans lequel tu vas faire la course. L'entièreté de la course. Puis je t'annonce que c'est les mêmes cuissards puis le même T-shirt pendant les 5 prochains jours. Fait que tu peux pas amener des affaires dimanche soir, tu sais, puis là, ça, je n'aurais pas besoin, ça... Tu pars carrément là, habillé pour le lendemain, tu as ton sac sur les épaules, tout ce que tu as sur toi, tu le traînes. Mais eux autres, sont-ils au courant, les organisateurs, que tu es diabétique type 1? Absolument. Parce que faut que tu apportes du matériel. Là. Oui. Puis je suis pas sûr que ça soit bon de garder ça à une chaleur. Ben, tu vois, ça, c'est un super bon point. Fait que l'insuline, c'est bon température pièce, 30 jours. Pour que ça dure plus longtemps, il faut que ça soit réfrigéré. Donc là, moi, j'ai mon plan, puis j'ai mes contingences. Puis il y a une discussion qui se passe avec l'organisation de la course avant. Ils savent que je suis diabétique de type 1. Donc, ils savent que s'il y a quelque chose qui se passe, ben, peut-être qu'on va tirer la plug un petit peu plus vite pour moi. On est au courant de la durabilité de l'insuline. Moi, de l'insuline, j'en ai dans un frigidaire, à l'hôtel, qui ne bouge pas de là. C'est disponible pendant la course. Donc, si mon insuline a chaud et qu'elle ne fonctionne plus, bien, moi, j'ai pas de risque dangereux pour ma vie, mais j'ai seulement un risque de déception. Parce que la seule affaire qui va arriver, je vais lever la main, je vais dire mon insuline ne marche plus, ramenez-moi à l'hôtel. Bon, peut-être que ma glycémie va être trop haute pendant 12 heures, le temps qu'il me rapatrie. C'est un risque. Il n'y a pas de risque pour la vie. Donc, ça, on est capable de gérer. Fait que toutes ces conversations-là se passent en amont pour être sûr que ça soit sécuritaire. Ça, c'est jamais négociable. On a eu des discussions similaires pour le Mont Everest. Dans tout ce que j'ai fait, il y a toujours, encore une fois, c'est la partie invisible. Il y a les conversations sur la sécurité, sur le diabète, sur nos contingences qui se passent en amont. Donc, tu réussis cet exploit-là, un autre, qui est absolument incroyable. Là, tu termines ça, tu te dis, est-ce que tout de suite, le lendemain, quand tu es dans l'avion puis tu reviens là, vers Québec, tu te dis, bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire la prochaine fois? Là? Est-ce que on est-tu là, Sébastien? Le switch est quand même fait vite vers, OK, je veux travailler
sur une traversée du Canada à la course. Ça s'est fait quand même rapidement. Parce que cette course-là se passe à l'automne 2012. Moi, à l'été 2012, c'est là que je laisse mon emploi régulier, que je deviens conférencier à temps plein, donc entre guillemets, parce qu'au début, les contrats ne pleuvent pas. Donc, au retour, c'est novembre 2012. J'ai des contrats d'école, j'ai réussi à survivre un petit peu avec la business de conférencier. Et janvier 2013, très tôt, là, je suis à 100% dans l'organisation et le financement, surtout de la traversée du Canada à la course. As-tu une équipe qui t'aide pour l'organisation? Parce que là, c'est un côté logistique excessivement incroyable. Non, parce qu'il n'y a pas de... en fait, si c'était à refaire, j'aurais une plus grosse équipe. J'ai appris comment bâtir ces équipes-là, comment déléguer, comment aller chercher le meilleur de quelqu'un qui est bénévole. Ça, c'est l'autre chose. Ça. Déléguer à des employés, c'est une chose. Déléguer à des bénévoles, pas pareil pantoute. Puis peut-être les gens ont un petit peu moins de temps, puis ils sont moins à ton service quand tu les payes pas. Donc là, avec ce que je sais, il y a une façon de faire que ça se passe, mais à l'époque, je veux dire, moi, je travaille là-dessus temps plein. Je fais pas, j'ai pas beaucoup de contrats, mais au moins, j'ai beaucoup de temps. Je réussis à passer à travers 2013. Et puis ça va bien. Là, à l'époque, moi, je suis quand même heureux. Je fais ce que j'aime. Je vais parler dans des écoles. Ils me donnent des sous en échange. C'est comme tout va bien. Et, mais j'étais surtout content d'avoir plein de temps parce que ça a été mon focus pendant 1 an, planifier la traversée. Alors, c'est quoi cette traversée-là? Ça s'est passé comment, de où à où et en combien de temps? Explique-nous ça. Traversée du Canada à la course, c'est simple. Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à Vancouver. C'est très simple, Sébastien. Tu pars, puis t'arrêtes quand tu vois de l'autre bord. C'est à peu près 7500 kilos, l'équivalent de... Je courais à peu près 40 km par jour, 5 ou 6 jours semaine, donc une petite journée de pause vacances, aux 3 jours. Ouais. Donc, tu as fait ça pendant 9 mois. Yeah. Tu m'avais déjà dit, tu tenais des petites statistiques, le fun. Combien de paires d'espadrilles tu as passé dans ce parcours-là? 8 ou 9. Ça aurait dû être 10 ou 11. Là. Parce que la stratégie qui a fonctionné, puis ça, j'ai toujours planifié tous les projets de cette façon-là, pas de commanditaire en équipement. 1 ou 2 gros commanditaires financiers. Avec ça, tu vas chercher ce qu'il faut. Alors, pour une visibilité qui n'est pas diluée, de toute façon, à un moment donné, ça prend des sous. Avec les souliers, je voulais toujours le même modèle. Puis, il y a des moments où on en trouvait moins, mais ça aurait dû être, c'est ça, 10, 11. Puis les souliers, je les ai encore, sont dans une boîte, sont numérotés de telle ville à telle ville. Ouais. T'as-tu des photos de ça? Je suis pas sûr. En tout cas, mais c'est parce que peut-être tu pourras me refiler quelques photos que je pourrais mettre là, sur le podcast pour regarder de quoi ça a l'air, une paire de souliers qui a traversé le Canada. Fait que là, quand tu fais ça, t'es pas seul, évidemment. Tu as un VR, tu as une petite équipe bénévole qui sont avec toi. Ça prend du monde qui ont une certaine liberté dans leur horaire. Là. C'est pas facile à trouver. Non, c'est pas facile à trouver. À l'époque, encore une fois, moi, j'étais un petit peu plus jeune. J'avais, en fait, il faut que je donne le crédit, Patrick Saint-Martin, donc un super bon ami à l'époque. Puis Patrick a presque une dizaine d'années de moins que moi. Donc, à l'époque, lui, il termine, je pense, de travailler au Grand Défi Pierre Lavoie. Il cherche un projet. C'est un gars de party, c'est un gars d'aventure. Je lui demande, tu viens-tu? En fait, ça n'a pas été compliqué, là. Fait que ça, c'est un bon ami à avoir. Puis, tu sais, juste quelques années plus tard, justement pour la Race Across America ou pour d'autres projets, avec ce qu'on avait vécu, puis le talent qu'il a, Patrick, pendant plusieurs années, c'est vers lui que j'allais en premier. « Hey, j'ai ça te tente dessus? » Puis là, sa situation personnelle, familiale a changé, les enfants puis tout, puis là, il ne pouvait plus. Mais à l'époque, c'était parfait. Ça n'a pas été compliqué. À chaque fois que tu vas voir Patrick, tu dis « Hey, j'ai tel projet. » Lui, il doit pouffer de rire. Là. Il dit « Bon, OK, c'est quoi encore ce projet-là? » Parce que moi, je pouffe de rire quand tu me parles de tes projets. Pas dans le sens que je ridiculise ça, mais je me dis « Bon... » Fallait juste Sébastien pour nous arriver avec tel projet, encore une fois.
Et moi, c'est ça. Ça m'impressionne. Fait que c'est plus un rire un petit peu nerveux. Donc là, tu as fait ta course à pied. Donc là, tu as fait de l'escalade. Tu as fait du désert. Tu as fait de la course à pied, traversée du Canada, qui n'est pas rien. D'ailleurs, je vais traverser le Canada cet été. Nice. Oui, en voiture. Parfait. Avec notre Bonne VR. idée. Puis je vais être fatigué. Je vais être brûlé. Ça ne sera pas de tout repos, Sébastien. Ouais. Fait que j'essaie juste de me mettre dans ta peau, de dire OK, là, Sébastien, il a fait ça. Ça fera une journée à la ça, course. Oui, peut-être. Peut-être. Bref, tu as terminé ce parcours-là. Bon, là, tu as dû faire d'autres petits événements ici et là, mais je voudrais qu'on puisse aller tout de suite vers le Race Across America. Tantôt, tu as décrit un petit peu qu'est-ce que c'était. Si je ne me trompe pas, c'est pas tout le monde qui peut. C'est une inscription, puis tu dois avoir un préalable, des prérequis, je pense, pour faire ça. C'est sur invitation ou sur qualification. Là, les chiffres exacts des qualifications, ils te demandent d'avoir fait une course d'au moins 800 km et d'avoir tenu une vitesse moyenne au-dessus de, j'oublie les chiffres, mais c'est surtout pour tester que tu as les connaissances qu'il faut pour un événement d'endurance à vélo qui se déroule sur plusieurs journées. Donc, tu as déjà bâti une équipe, tu as une idée de ce que ça prend. Honnêtement, c'est pas vrai qu'un 800 km, ça te prépare pour la Race Across America. Nous, on avait, même après avoir fait la traversée du Canada à vélo en 15 jours et 17 heures, on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait pour la Race Across America. Donc, en fait, aucune idée. C'est pas tout à fait vrai parce que quand j'ai fait le Canada en 15 jours à vélo, on a fait énormément d'erreurs. Et toutes ces erreurs-là, c'est ça qui nous a aidé à bâtir l'une des bonnes équipes en termes de logistique quand j'ai fait la Race Across America l'année d'après. Mais juste pour revenir, là, ta course à vélo, tu as traversé autant la course à pied qu'à vélo. Là. Est-ce qu'il faut que, d'un point de vue sécuritaire, là, parce que tu es sur les routes, tu n'es pas sur l'autoroute, là, mais non. Est-ce qu'il faut que tu avises les autorités policières? Est-ce qu'il y a-tu un contexte d'accompagnement? Par lequel tu passes. Donc, pour être à la course ou à vélo, ben, si tu as le droit d'être là à la course et à vélo, ce qui est partout sauf l'autoroute, ben, comme cycliste ou coureur, tu as le droit. Là où ça peut se corser, c'est si tu as un véhicule de poursuite. Donc, si tu as un véhicule de poursuite, je pense à la Transcanadienne dans le nord de l'Ontario, qui n'est pas une autoroute divisée, mais c'est un 90 qui rencontre. Mais là, c'est un véhicule qui roule à 10 km/h, puis qui est en arrière d'une curve, puis que tu as une vanne qui arrive en arrière, tu sais, à 110, ça peut être très dangereux. Donc, il y a des endroits où tu n'as pas le droit de rouler à vitesse indue. Parce que sur nos routes, il y a des maximums, mais il y a des minimums aussi. Ouais. Donc, ça, le minimum, tu sais, c'est de la sécurité, ça aussi. Oui. Si tout le monde roule à une vitesse X. Donc, il y a certaines provinces où on n'avait pas le droit, des routes où on n'avait pas le droit, on faisait un minimum de recherche. Encore une fois, on est une toute petite organisation. On n'est rien d'officiel, donc on fait tout ce qu'on peut pour que ça soit sécuritaire. Est-ce qu'on oublie des affaires? Est-ce qu'on triche une fois de temps en temps? C'est sûr, ces affaires-là se passent, mais tu ne veux quand même pas négliger l'aspect de sécurité. Là. Donc là, quand tu t'enlignes dans la Race Across America, là, j'imagine que c'est une toute autre organisation. Là, tu as écrit, d'abord, tu as écrit un livre en passant. Je vais pouvoir le mettre en vidéo, en photo là, sur le podcast pendant qu'on se parle. C'est un livre absolument incroyable. Je vais inviter les gens à se le procurer, à le lire et à imaginer. S'imaginer. Parce que moi, je suis quelqu'un de visuel. À chaque page que je lis, à chaque paragraphe, je me mets une photo dans ma tête. Puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu as formé une équipe. Combien vous étiez pour cet événement-là? 11 avec moi. Donc, 11 personnes. Puis 10 personnes dans l'équipe de soutien. Ces personnes-là sont qui? Des nutritionnistes, des physios, des médecins, conducteurs. Là, je suis en train d'en énumérer quelques-uns, là. Mais essentiellement, tu te rassembles une équipe pour combler tes besoins de la course. Oui. C'est des amis, puis des collaborateurs, puis des membres de la famille au départ.
Ensuite de ça, la course demande un certain inventaire d'aptitudes, d'habilité, de personnalité aussi. Donc, tu ne peux pas seulement prendre ceux qui veulent venir. Tu as des boîtes à cocher. Bike Tech. Après ça, on avait une physio. Son rôle, c'est de me garder en un morceau. Il y a plusieurs jobs de bras, mais on a un responsable des véhicules, on a des chauffeurs, on a des navigateurs. Il y a 3 véhicules. On est en mouvement 24/7 pendant 12 jours parce que quand tu as un chiffre de 8 heures derrière le cycliste, après ça, tu tombes en repos. Mais moi, pendant ce repos-là, c'est en repos pendant 12 heures, j'avance de 200 km, de 250 km pendant ces 12 heures-là. Donc, c'est une roulotte, 2 mini-fourgonnettes qui sont en déplacement constant. Est-ce que vous avez un parcours strict, rigide, identifié, balisé, ou bien vous partez de Long Beach en Californie, puis l'objectif, c'est en dedans de 12 jours, il faut que tu arrives à DC, à Washington. Parcours. Tu passes par où tu veux ou non? Il y a un parcours. Tout le monde porte une puce GPS. Tu manques un tournant, tu es obligé de rebrousser chemin. Si tu rebrousses pas chemin, tu peux être disqualifié. Le roadbook qu'ils appellent, ça a 1 pouce d'épais, c'est turn by turn. OK. Tous les détails sont là. Et donc, le navigateur a un job immense de bien guider le conducteur. Et puis, là, encore une fois, c'est une course qui a plus de 40 ans d'histoire. C'est très bien rodé. Si tu sors du chemin, tu vas être pénalisé automatiquement. Vous êtes combien à partir à Long Beach pour ça? Ça varie. La course se fait en équipe de 2, de 4 ou de 8. L'épreuve reine solo. Donc, en solo, nous, c'était une année post-pandémie. Il y avait quand même un petit peu de demandes accumulées. Je pense qu'on était un petit peu plus que 30-35 sur le fil de départ. En équipe, ça fonctionne comment? Chacun a une tranche, puis il se repose. Puis... tu y vas en relais. Donc, c'est ça pas... tentais pas de commencer comme ça? C'est une bonne façon de se familiariser avec la course. Cela dit, c'est pas... le faire à 4 ou à 8, ça vient avec d'autres sortes de défis. C'est sûr que le thé à 8, ça se peut que tu dormes 8 heures par jour, tu retires le facteur sleep deprivation, mais ça vient avec d'autres défis aussi parce que tu es toujours en action, toujours en mouvement, toujours quand même un peu en train d'aider. Fait que c'est des expériences complètement différentes. Fait que tu commences ça de cette façon-là. Quand vous commencez, vous partez de Long Beach. Est-ce que vous partez sur une ligne de départ tout le monde en même temps? À tour de rôle. OK. Espacé de combien? 1 minute. 1 minute entre chaque athlète. Donc, tout le monde a sa petite présentation, la musique que tu as choisie, tout le kit. Le premier 16 km, aucun dépassement permis parce que tu es en ville, parce que tu es sur une piste cyclable, parce qu'il y a des gens, tu sais, des gens qui courent, des mamans qui promènent leurs enfants, etc. Et quand tu arrives au point où les dépassements commencent à être permis, il y a un officiel, il s'assure que tout le monde arrive dans le bon ordre. C'est quelqu'un qui a dépassé, il va être pénalisé dès la première heure. Puis ensuite de ça, la course commence vraiment. Les 16 premiers kilomètres, vous êtes en tapon un peu plus. Oui. Ouais. Puis c'est drôle parce que moi, les personnes en avant de moi avaient décidé qu'ils savouraient et qu'ils en profitaient puis ils roulaient lentement. Fait que là, on est 4-5 à la queue leu-leu en arrière d'eux autres. Et là, toi, tu dis, les meneurs sont partis, ça va scraper ma course. Et là, c'est vraiment des pensées de rookie. Tu n'as aucune idée à quel point on s'en fout complètement que tu sois en arrière de 7 minutes la première heure. Là, ça n'a aucune importance. Tu n'as pas le droit de dépassement, mais jusqu'au 16e kilomètre, il n'y a pas personne qui sait si tu as dépassé ou pas. Oui, parce qu'au 16e kilomètre, il y a un officiel qui a l'ordre officiel dans le cadre. Et tu aurais pu très bien dire, je vais dépasser tout le monde, je vais arriver au 15e kilomètre, je vais arrêter, je vais attendre tout le monde, je vais me remettre dans mon ordre. Ah non, pour te reposer. Pas, non, parce que je serais quand même arrivé là avant tout le monde, puis il m'aurait vu, puis il aurait fallu que je me cache en arrière d'un arbre. Non, Fait que là, à partir de ce 16 km-là, où là, c'est free for all, là, let's go. Là, tu as des machines de guerre en avant, en arrière de toi. Tu es une machine de guerre, mais là, tu pars. Là, est-ce que vous êtes en groupe, petit? Est-ce qu'il y a quand même une certaine portion du voyage où vous avez été
à vue d'œil, il y en a un groupe les en avant. premières heures, parce que t'as les cyclistes, t'as leur équipe de soutien, t'as les mini-fourgonnettes, t'as la frénésie du départ, t'as les recrues qui savent pas ce qu'ils font, t'as les vétérans qui prennent leur temps, t'as toutes sortes de stratégies, t'as lui qui pense que t'es l'élu puis que ça va bien se passer. Tu as des athlètes qui c'est leur première fois, qui ne savent pas encore que les jours 1 à 5, la course commence à partir de la mi-chemin. Donc, mais cette frénésie-là, elle est hyper agréable parce que jour 8, 9, 10, là, quand ça fait 3 jours que tu n'as vu personne, tu t'ennuies un petit peu de cette frénésie-là. T'sais. Mais tu te décourages-tu de dire, est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis en avance par rapport aux autres? Parce que il y a toujours, dans le sport, il y a toujours le jeu des comparaisons. Là. Ouais. Tu sais, quand c'est le temps des Olympiques actuellement, là. Ouais. On regarde le patin, là. Ouais. Tu vois dans ton angle mort, il est là, il me pousse. Là, t'es seul. C'est une course que tu fais, là. Tu la fais contre toi-même, probablement plus que contre les autres, mais ça doit être par moments c'est sûr. Difficile. C'est sûr, tu te fais aspirer là-dedans au début, surtout les recrues. Fait que si c'était à refaire, tu sais, ma posture, mon comportement serait peut-être un petit peu différent. Moi, je me rappelle dépasser quelqu'un puis me dire dans ma tête, on ne le reverra pas, lui. Tu sais, c'est jour 1, là. On l'a revu, il nous a redépassé. Tu sais, c'est un monstre, cette affaire-là. Tu roules 22 heures par jour, 12 jours d'affilée. Donc, les hallucinations qui commencent à la 5-6e journée, tu supplies ton équipe pour arrêter, pour avoir des siestes de 2 minutes dans le gazon, tu sais plus ton nom. Donc, tout peut se passer jusqu'à la dernière minute. Puis aussi, tu sais, 20 km d'écart, 50 km d'écart entre 2 participants. Le jour 1 versus le jour 9, c'est pas du tout la même affaire. Tu sais, au jour 9, 10, 11, 12, tu n'as plus de réponse possible, tu n'as plus d'accélération, tu moulines pour ta survie. Mais comment est-ce possible pour un corps humain normalement constitué de rouler à vélo? Pas rouler gambadé à 5 km/h, là. Mm-hmm. Le pace, il doit être assez rapide, là. De soutenir ça dans des conditions chaud, froid, pluie, vent, peu importe. L'alimentation. Écoute, les muscles, ils ont besoin de se reposer, là. Mm-hmm. Ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de s'oxygéner, ils ont besoin. Moi, je comprends pas ça qu'humainement, ça soit possible de faire ça. C'est au-delà de l'entraînement, Sébastien. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je ne dis pas que c'est santé. Ça, je le dis à la blague souvent. Quand je présente, il n'y a rien de santé dans ce que vous venez de voir. Comment le corps fait ça? Mettons, je vais à la question. Ça se peut. Ça se fait par du monde. Je ne suis pas le seul, loin de là. Vraisemblablement. Ce que je réalise dans les dernières années, c'est incroyable ce que le corps peut faire si tu en prends soin. Tu sais, l'alcool, moi, j'ai fait ma part, là. Et là, aujourd'hui, juste un verre, c'est incroyable comment que ça me désaligne, puis c'est capable de scraper ma journée du lendemain, un verre. Donc, si tu en prends soin, sommeil, nutrition, tu mets la bonne chose dans ton corps, tu l'entraînes tranquillement, c'est incroyable ce que le corps peut faire. Maintenant, Race Across America, l'équipe. Moi, l'équipe fait tout. L'équipe m'habille, l'équipe me donne la nourriture, l'équipe s'occupe du vélo, l'équipe décide combien de temps que je dors. Donc, toi, tu peux te concentrer seulement sur une chose. Psychologiquement, tu sais, moi, la résilience, elle a lâché. À un moment donné, je voulais arrêter. C'est l'équipe. Toi, t'es un ratchet, là. T'es complètement inutile. Fait que je suis pas gêné d'avoir voulu arrêter, mais je suis fier plutôt d'avoir bâti une équipe qui avait la permission d'agir, qui pouvait agir, qui savait quoi faire, qui savait qu'il avait le droit de me mettre de côté, qui avait le droit de trouver une solution, de venir me présenter ça, me dire tu fais ça. Des gens qui me connaissaient, qui savaient qu'ils m'avaient déjà vu me pousser, donc qui connaissaient les limites. Fait que c'est vraiment, toi, tu deviens un outil
que l'équipe utilise. C'est notre mission, c'est notre course. Pas ma course, là, c'est notre course. Moi, sans eux, je ne survis pas en première journée. Donc, c'est notre course, notre objectif partagé. Moi, je suis un outil qu'eux, ils utilisent pour que peut-être on se rende jusqu'à l'autre bout. C'est simple comme ça. Et vous aviez un contrat d'établi Totalement. De confiance, de dire, quand eux, ils jugent que Sébastien, là, c'est terminé, on tire la plug, puis t'es rendu aux 2/3 de la course, puis tu dis non, je peux pas. Faut que tu aies un lien de confiance incroyable envers ton équipe. Ouais. Puis eux doivent avoir un niveau de connaissance de Sébastien Salzville de façon incroyable, de dire, OK, tu sais, quand tu hallucinais, là, tu disais ça tout à l'heure, tu avais des hallucinations. Ouais. Moi, c'est ma partie préférée. D'halluciner? Ben oui. Là, t'es en vie. Là, tu. Alors, vis de quoi, la question qui suit, pourquoi? Écoute, t'es tellement... Moi, je me rappelle les hallucinations qui commençaient, là, 7, 8, 9e nuit. Puis, t'es vraiment conscient là, que là, il n'y a pas beaucoup d'humains sur la Terre qui vivent ce que t'es en train de vivre, qui choisissent d'aller là. Fait que il y a une partie de toi qui comprend que c'est un échange, que tu es chanceux. Mais là, si tu veux quelque chose d'extraordinaire, ben ça prend un effort extraordinaire en échange. Et moi, c'est toujours, souvent, comme ça que je me ramène, que je me contrôle, que je me parle, puis que je reste psychologiquement le plus organisé possible. J'ai choisi d'être là, ça me tente d'être là. Les gens, quand je dis que je veux le refaire ou pourquoi tu fais ça, une affaire qui sort souvent dans les questions après une conférence, pourquoi s'imposer autant de souffrance, nanana. Écoute, la partie qui pince, c'est 1/10 de ces projets-là, mais c'est la seule partie que tout le monde voit ou c'est la première partie que tout le monde voit. 9 choses sur 10, c'est trippant. Là. C'est les week-ends à Tremblant en répétition générale avec la petite bière le soir. C'est hyper trippant. C'est toute la gang qu'on s'en va en Californie. C'est les souvenirs, c'est les anecdotes qui se passent. C'est juste du gros bonheur, sauf que de temps en temps, ça pince. Mais ça, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. C'est incroyable. Moi, ça me fascine. Là, tu fais ton Race Across America. Est-ce que c'est 12 jours? Tu roules à un train d'enfer? Tu hallucines puis tu aimes ça? T'as-tu pensé abandonner à un moment donné? Toi? Oui. Est-ce que l'équipe a pensé t'arrêter? Toi? Oui, j'ai pensé abandonner. J'ai communiqué à l'équipe que c'était terminé, là, jour 9. Donc, eux... Puis c'est Philippe, un de nos joueurs, qui a vraiment sauvé la course à ce moment-là. Moi, je lui dis, garde-moi un coup de pédale de plus, je fais une crise cardiaque, puis c'est la fin, puis nanana. Puis Philippe, il me dit, c'est une attitude inacceptable, on n'arrête pas. Donc, ce qui se passe, c'est que lui, Phil, il sait que si on permet un doute dans l'équipe, l'étape d'après, on va intellectualiser une bonne raison d'arrêter. Et Philippe, il ne veut pas permettre ça. Il a agi instinctivement, il a agi rapidement, on the spot, il a sauvé la course. Parce que c'est sûr que si Philippe, un de nos leaders naturels dans l'équipe, va voir le reste de l'équipe et dit « ça passera pas, ça ne va pas bien, je pense qu'on devrait arrêter », tout le monde se range derrière lui. Donc, moi, quand je dis que je veux arrêter, là, je te dis, je le répète, je suis un ratchet, je ne sers pas à rien. Donc, ce que l'équipe fait, il n'essaie pas de m'encourager, là. C'est pas ça. Il me pousse complètement de côté. Je suis exclu de toutes les conversations. Ils réfléchissent à ce qui va se passer. Ils trouvent un plan. Ils me mettent au lit. Ils me laissent dormir un petit peu plus. Ils me réveillent. Ils me briefent sur le nouveau plan. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé selon une vitesse moyenne réaliste, c'est quoi le buffer là, avant 12 jours. Ils m'ont laissé dormir toutes ces heures-là. Moi, je suis impliqué dans aucune de ces conversations-là. Et puis, là, c'est sûr qu'eux, ils étaient all-in. C'était pas certain que ça allait fonctionner, mais ils ont fait la bonne chose. Vous étiez sur le bord d'achever. Il restait 3 jours. Là, ouais. C'est au jour 9. Là. 3 jours, 1000 km à couvrir. OK. Fait que vraisemblablement, tu peux leur dire un gros merci là, à Philippe et à ton équipe. Là, t'en parles beaucoup dans ton livre de ça. Donc, on finit, on accomplit cet exploit-là absolument incroyable que je vais faire en voiture à un moment donné. Là. Puis je vais dire, c'est un exploit de le faire.
Chacun ses défis. Ah ouais. Sébastien, c'est chacun ses défis. Vous êtes combien à avoir terminé cette course-là? En 2022, on est 14 à avoir terminé, ce qui est gigantesque. Tu as des années avec 1, 2, 3 personnes qui terminent. Tu as des années avec... Dans les solos, là. Ouais, c'est ça. OK. Tu fais bien le mentionner. En équipe de 2, 4, 8, le taux de succès est beaucoup plus élevé. Mais tu as des années avec... des années qu'il y a une personne qui a terminé. Fait que c'est quand même Sur les compliqué. 14, tu as terminé combienième? Fini 12e. C'est pas important, ça. C'est Non. de le finir. Oui. Le claim to fame est vraiment est-ce que tu as terminé la Race Across America? Personne ne te demande combien de temps. Exact. On a fini en 11 jours, 21 heures et 30 minutes. Ça a passé de tête. Mais si tu réussis à glisser en dessous du 12 jours, tu es quand même content. Là. On est des amis. On s'est vus quelque temps après ça. On s'est parlé. Tu m'as raconté ça. Je te pose beaucoup de questions dont je connais des réponses. Mais pour le bénéfice de mes nombreux auditeurs, il se passe quoi après le Race Across America, mentalement et physiquement? Tu sais, le retour, le down du retour, tout ça, moi, j'ai jamais vraiment vécu ça. Mentalement et physiquement, tu reviens, tu vois tes amis, tu vois la famille, t'en parles, c'est hyper trippant comme équipe, tu restes soudé. Physiquement, le plus facile, c'est les 2 premières semaines. Parce que les 2 premières semaines, tu te reposes, le corps se reconstruit. Le plus grand défi, c'est pas les 2 premières semaines, c'est les 2-3 mois qui suivent. D'avoir la patience et l'humilité de vraiment donner une pause au corps puis de vraiment revenir là, complètement. Et ça prend du temps. C'est pas vrai que tu es remis d'une Race Across America après une semaine, là, que tu dors bien. Même si les sensations reviennent. Tu te sens mieux, tu es plus raqué, le corps est récupéré, tu as repris du poids, tu sens que tu es Parce que ton corps a changé pendant cette course-là. Oui. As-tu des exemples que tu peux nous dire de comment ton corps pouvait avoir changé, les jambes? Mais tu perds du poids. Tu as perdu combien de livres? Encore une fois, à cause de l'équipe, pas tant. Moi, j'ai pas perdu de poids les 4 premiers jours. Les organisateurs ne croyaient pas. Puis eux, ils disent, si tu perds plus, perdre 1 livre par jour, c'est normal. Perdre plus qu'1 livre par jour, c'est parce que tu n'es pas bien alimenté, pas bien hydraté. Puis nous, il y avait des abandons dès les premières 48 heures, parce qu'il faisait extrêmement chaud. Donc, l'équipe me ralentissait d'ailleurs pour que je mange puis que je boive plus. Puis pour vrai, on n'a pas dépassé tant de monde que ça, mais à tous les jours, on montait dans le classement parce que nous, on choisissait d'aller un petit peu plus tranquillement. Mais la stratégie était bonne. Ben ouais, en protégeant le corps et les structures. Puis tu sais, pour moi, c'est impardonnant. Tu sais, que ça pète au jour 8 parce que tu dors plus, tu hallucines, tu sais plus ton nom, ça, je comprends. Que ça pète au jour 2 à cause d'un coup de chaleur, c'est impardonnable à ce niveau-là, là. Là, aujourd'hui, depuis cet événement-là, depuis cette course-là, tu as fait Kakuna. C'est glamour, ça. Kakuna après Long Beach, Washington. C'est super, mais ça a l'air incroyable comme course. D'ailleurs, tu vas le refaire cet été. La fameuse question, Sébastien, après Kakuna, après les boucles, c'est quoi ton prochain projet? Il n'y a aucun secret. J'aimerais ça retourner à la Race Across America. Ça, c'est certain. Là, pour le faire différemment? Pour le revivre. C'est ça l'affaire. Il n'y a aucune garantie qu'on va terminer une 2e fois. Puis il n'y a aucune garantie qu'on va faire mieux. Trust me, on a notre liste. C'est noir sur blanc des 5 affaires qu'on veut faire différemment, qu'il faut améliorer, etc. Tant dans la préparation que dans l'exécution de la course. Choix des véhicules aussi, c'est revu. Mais c'est ça la beauté du sport. Il n'y a aucune garantie que ça va bien se passer. Mais est-ce que parce que tu l'as fait déjà une fois, automatiquement, tu peux y aller quand tu veux? Oui. Si tu termines la Race Across America, tu es qualifié à vie. Parce que ça veut dire que tu sais ce que ça prend. Tu ne te présenteras jamais là avec une équipe incompétente, avec l'équipement, des manques dans ton équipement. You know what it takes. Donc, eux, ils veulent pas des gens que c'est un bucket list item. Ils vont le faire. Tu sais, les gens là, qui font un Ironman une fois, là, puis ça finit là. Ils veulent que tu saches dans quoi tu t'embarques. Pour des raisons de sécurité, tout d'abord, puis pour qu'il y ait plus de gens possibles qui terminent. Là, tu veux le refaire.
outre refaire ce que tu as déjà fait, le Race Across America, y a-t-il un autre événement qui existe quelque part dans le monde qui serait à la hauteur de Sébastien Sasseville? Ah, il y en a des centaines. Si tu te mets à fouiller, là, il y a des centaines de courses capotées un petit peu partout. Que ce soit en triathlon, en course, en vélo de montagne, en vélo de route, tu peux faire your own adventure. J'ai un bon ami, il s'en va traverser l'Arizona à course dans 1 mois. C'est pas une course, là, lui, il s'est dit, je fais ça parce que ça me tente. Fait qu'en plus de toutes les courses organisées qui existent, il y a une quantité illimitée d'affaires que tu peux faire. Donc, tu sais, là, je grisonne tranquillement. Chanceux. T'as des cheveux, c'est correct. J'ai des amis qui pensent à la Race Across America. J'adorerais ça, être sur leur crew. Moi, j'ai une expertise quand même unique là, sur la planification, l'exécution de ces affaires-là. J'ai été le crew d'amis justement pour des backyards. J'ai adoré ça. Donc, je pense qu'il y a une prochaine phase aussi de transmission puis d'être plus dans une posture d'accompagnement. J'ai un fun noir. Je l'ai dit tantôt, là, à courir en trail pour le fun, pour la santé, je delete genre 2 courses sur 3. Je veux même pas que ça apparaisse sur Strava. Fait que, tu sais, j'ai des projets à l'extérieur du sport que j'ai dans la tête depuis plus longtemps que le sport est là. Tu sais, ça fait 30 ans que je pense à des trucs comme ça. J'aimerais ça réécrire d'autres livres. Donc, c'est pas obligé d'être dans le sport. Tu sais, je suis pas un athlète olympique. J'ai pas gagné. Moi, j'aime les projets compliqués, les projets avec une grosse récompense à la fin aussi. Et puis, ça, je veux continuer à faire ça. Mais si c'est dans l'écriture, moi, en autant que ça me rende heureux. Ouais. Jamais, je l'ai dit tantôt, jamais j'ai eu de liste. C'est des cycles de 5, 6, 7 ans à mener. Il y a un feu qui part, c'est incontrôlable. Je deviens complètement obsédé, inébranlable et extrêmement déterminé. Puis tu veux pas vivre dans cet état de détermination et de résilience-là 24/7. Donc ça aussi, c'est un message important. La résilience, c'est cyclique, c'est pas toujours au même niveau. C'est épuisant, là, vivre avec cette obsession-là, puis le désir de réussir. Fait que là, je suis comme dans un cycle. Je suis moins résilient, je snooze plus, je profite plus de la vie, mais je sais ce que ça prend pour la réalisation de ces projets-là. Mais dans cet univers-là d'ultra-endurance, là, Sébastien Sasseville est connu, reconnu internationalement? Est-ce que c'est... Même pas. Écoute, c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai commencé tard. J'ai eu des gros projets qui ont attiré l'attention. Tu as un CV d'ultra-endurant incroyable. Puis vous êtes une courte liste de amis, je pense. Dis-moi si je me trompe. Mais vous n'êtes certainement pas des centaines et des centaines à avoir ce pedigree-là de tout ce que tu as accompli. C'est sûr que mon CV, il est unique. Mais moi, je peux te trouver au Québec, peut-être même juste dans la ville de Québec, 50 coureurs de trail qui sont meilleurs que moi. Non, mais ça va être meilleur, mais tu sais, les accomplissements faits dans ton CV, c'est quand même, quelque chose. Là. Le CV est unique, il s'est garni aussi. Là. Moi, je veux dire, il y a des gens qui écoutent le podcast qui ont 23 ans, qui ont des projets plein la tête. Là. J'espère qu'on leur donne le goût. J'ai 46 ans, ça fait 25 ans que je fais ces affaires-là. Fait que, tu sais, il y a eu une époque, il y avait juste l'Everest. Après ça, j'avais fait une course dans le Sahara. C'est vraiment pas pareil, c'est différent. On a donné une conférence sur le changement. Là, on est en 2013, tu sais, puis j'ai comme juste ça dans le répertoire. Fait que, tu sais, ça a grandi tranquillement, puis ouais, je suis quand même fier, ça c'est certain, mais ça se fait par du monde, ces affaires-là, ça c'est sûr. Tu n'as rien fait dans l'eau encore? Ben, c'est des petits projets dont on ne parle pas, mais j'ai fait... Ben, c'est une bonne conversation, ça. J'ai fait 3-4 étés, 2-3 étés, je ne sais pas trop. J'ai fait un 10 km en eau libre. Pourquoi? Parce que je veux faire quelque chose de différent. Je veux un projet pour l'été. J'ai appris plein d'affaires. Puis ça m'a rendu heureux pendant un été. Tu sais, aller 10 km de nage en eau libre, c'est pas rien. Pour des ultra swimmers, il n'y a rien là. Mais tu es à l'aise, tu serais à l'aise de faire d'autres activités dans l'eau, des
des événements d'endurance quelconques? Totalement. J'ai nagé beaucoup dans le cadre du triathlon. Là, j'ai eu 2 capsulites, là, pas une, 2 Frozen Shoulders. Ça fait 3 ans que j'ai pas nagé, puis je pense que je vais recommencer là, en mars. J'ai super hâte. Écoute, c'est fascinant. Tu as déjà combien de livres d'écrits actuellement? Tu as 2 livres, alors en vente dans toutes les bonnes librairies. Surtout dans les bonnes librairies. Sébastien, écoute, j'aimerais qu'on enchaîne sur une portion importante de notre rencontre. C'est la personne que tu es aujourd'hui. Tu es un conférencier de renom international. Donc, tu gagnes ta vie essentiellement avec ça. Comme conférencier, là, ce que tu fais, c'est que tu changes des vies. Tu es conscient de ça, que tu changes des vies. C'est quoi ta plus grande satisfaction aujourd'hui? Est-ce que c'est de se faire dire « Hey Sébastien, à cause de toi, j'ai commencé à faire de l'activité physique. Je rêve de faire tel exploit comme tu as fait. » C'est quoi ta satisfaction à titre de conférencier? Ce que tu viens de dire, je pense que ça a de l'impact. Ça aussi, ça m'a pris des années avant de le voir et d'être capable de le dire. Mais c'est drôle, quand tu fais mon CV puis que tu me donnes des tapes dans le dos, mon CV sportif, j'ai un sentiment d'imposteur. Quand tu me dis que tu es un conférencier de renommée internationale, je suis super à l'aise avec ça. Parce que ça, c'est vrai. Là, je me suis démarqué. Je le sais que je suis bon là-dedans. Tu sais, je veux dire, en janvier, j'ai fait des conférences Houston, Californie, en Inde, j'étais en Europe aussi. Il manque pas de conférenciers au Québec, là, mais on n'est pas tant que ça. Encore une fois, je ne suis pas le seul, là, mais on n'est pas tant que ça, avoir un global reach. Là, puis, donc, oui, l'impact que ça a, ça me rend hyper heureux. Moi, c'est déjà arrivé, il y a quelqu'un qui se présente. Tu sais, quand quelqu'un se présente, là, il te connaît, mais tu le connais pas. Là. Fait que là, je suis comme, c'est qui? Puis, tu sais, là, il voit que c'est ça qui se passe. Fait qu'il me dit, Seb, tu me reconnais pas. J'ai comme, désolé. Et puis, il dit, non, ça va. Tu sais, j'ai assisté à une de tes conférences. Il y a 2 ans, j'ai perdu 150 livres. C'est pour ça que tu me reconnais pas. Fait que là, je le replace. Je suis comme, ah, ben oui, là, je me souviens. Ça, c'est incroyable. Cela étant dit, moi, mon message n'est pas autour de l'activité physique. Là. Moi, j'ai une niche très corporative. Moi, je parle de travail d'équipe, d'agilité, de gestion du changement puis de leadership. Évidemment, toujours dans une enveloppe inspirante. Évidemment, c'est appuyé sur un parcours sportif. Mais ce qui a fait la grande différence, c'est la connaissance du milieu des affaires puis la connexion. Ça, c'est toujours le feedback. On reçoit plein d'athlètes, mais les liens ne se font pas toujours. Là, moi, c'est vraiment... Les liens sont naturels, sont percutants, pertinents. Puis c'est rempli de choses que les gens peuvent utiliser. J'étais avec une grande institution financière la semaine passée, puis un des execs à très haut niveau, après la conférence, il vient me voir, ça fait 3 jours, j'essaie de prendre une décision, puis à cause de cette phrase-là, puis il me la montre, ben là, je sais qu'est-ce que je vais faire. Wow. Fait que, tu sais, on n'est pas juste dans le pelletage de nuages, puis c'est quand même une fierté, ça. Moi, je pense que tes audiences reflètent la qualité de ce que tu fais, là. Puis moi, ça me tentait d'être en grande organisation. Quand j'étais en Inde, c'était pour le top 200 d'une organisation qui a 29 000 employés. Tu sais, le top 200 leadership, tu sais, c'est pas des navets, là. Fait que t'es mieux d'avoir quelque chose à dire. Puis ils t'amènent en Inde. Right? T'es mieux d'avoir quelque chose à dire quand t'es devant ces exécutifs-là, parce qu'eux autres, ils veulent être divertis, mais ça prend du concret pour leur travail aussi. Donc, autant en anglais qu'en français, t'es très à l'aise. Les gens, s'ils veulent communiquer avec toi, tu as un site web, sebinspire.com. Tu as des vidéos, on peut te voir à l'œuvre. Tu as les différents sujets là, de présentation que tu peux faire. Moi, je t'ai déjà vu à l'œuvre. Tu as eu un beau projet l'année passée que tu as initié, le projet Immersion. Tu peux-tu nous en dire un peu plus? Parce que c'est un gros projet, encore un gros défi que Sébastien s'est mis. Tu vois, c'est ça. Ça a été le gros projet 2025. Le projet d'endurance, c'était ça. Ça fait plus de 10 ans que je
fait que ça, les conférences, puis on voulait le réinventer un petit peu. J'avais ce rêve-là de quelque chose d'immersif. On a découvert l'espace Oasis, Palais des Congrès. À Montréal. De Montréal. Fait que c'est une salle, c'est la grosseur d'un gymnase. C'est conçu pour ça. Tu as 50 projecteurs. Tu projettes sur les 4 murs et le plancher. Donc, tu ne regardes plus une photo de l'Everest, là. Tu es sur le mont Everest, puis la crevasse, elle ouvre sur le plancher. Fait que t'es vraiment là. Ça a été 1 an de travail. Tu sais, tu peux pas arriver là avec ton PowerPoint puis il te le déplie ses murs, là. Donc, c'est 1 an de travail à créer tous les assets visuels, les répétitions, etc. L'investissement de temps et financier, assurément. Oui. Puis, tu sais, il n'y a pas une scène de subvention là-dedans. Là. Mm-hmm. Donc, c'était par choix, c'était par principe. On est hyper fiers d'avoir créé ça. C'est unique au monde. Dans 2 semaines, je suis en Floride, gros show, dans un espace immersif. Donc, on commence à l'exporter aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de conférenciers qui vont s'en aller là dans les prochaines années. Mais c'est une grande fierté là, de l'avoir fait. Ça fonctionne comment? Tu as certaines dates d'événements déjà établies? Oui. Il y a tout le corpo qui privatise des pièces, puis ça, c'est avec eux directement. Mais toi, tu vends ton concept à l'immersion, à Oasis? Même pas. Donc, Oasis, il y a une date, parce qu'il y a eu des spectacles l'année dernière. Là, il y a une date qui s'en vient en 2026, au printemps. On va peut-être en rajouter à l'automne, mais pour l'instant, c'est le 30 mars. Le 30 mars. 30 mars, c'est ouvert au grand public. Grand public. Les billets sont en vente sur mon site. C'est hyper simple. C'est admission générale. Les meilleures places sont au milieu, parce que tu vois la salle au complet. Donc, les gens peuvent arriver tôt la journée du spectacle. Ça aussi, on s'éloigne de la conférence, mais c'est un spectacle, c'est une expérience, beaucoup plus qu'une conférence à proprement dit. Et puis, pas mal fier. Moi, je pense que c'est un très beau cadeau à faire à nos proches. À quelques reprises, moi, j'ai acheté ton livre. Et tu sais, quand on va souper chez des gens... je sais que tu fais ça. Ben, de donner un livre au lieu d'une bouteille de vin. Puis ça, je suis très content de parler, de propager la bonne nouvelle. T'es mon idole. T'es aussi l'idole d'une de mes collègues de travail que je t'ai déjà présenté, Ariane. Et puis, moi, c'est de voir les yeux des gens quand ils t'écoutent, quand ils te voient, quand tu te présenté à Immersion, à Oasis. De voir, moi, j'ai amené des collègues, j'ai amené des amis qui étaient là, qui connaissaient plus ou moins Sébastien Sasseville. Et moi, de voir leur réaction sur ce que tu dis, ce que tu montres, ce que tu fais, c'est d'en perdre son latin. Moi, ça me fait du bien de voir ça. Alors, tu me fais du bien quand tu fais des activités comme ça. Moi, j'aime pouvoir amener des gens et je vais certainement essayer de retourner, d'amener du monde nouveau à cet événement-là le 30 mars prochain. Sébastien, écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Dans mon concept de podcast, il y a toujours un petit défi. Il y a toujours une question. Donc, mon dernier invité, pour ne pas le nommer, mon frère, Fernand. Non, c'est pas Fernand, son nom, c'est Bernard. Bernard te pose une question très profonde. OK. Aimes-tu les carrés aux dates? Oui, j'aime les carrés aux dates. C'était sa question. C'était son moment touchant. C'était la question qu'il voulait. Il ne savait pas t'étais qui, là. Peut-être qu'en sachant... Moi, il faut que je pose une question au prochain. Et c'est ça, il va y avoir une question que tu vas devoir poser, puis il va falloir que tu me donnes un mot défi, challenge, parce que j'ai réussi à glisser mon mot. C'était quoi? Fernand. In extremis. In extremis. Mais j'étais un gars de défis, puis écoute, mon frère m'appelait Fernand quand j'étais encore aujourd'hui, il m'appelle Fernand parfois. Alors, ça a été le mot. Donc, Caroline, comment je vais faire pour introduire Fernand intelligemment sans briser la belle conversation qu'on a? Alors, bref, j'ai retourné l'appareil, je l'ai nommé Fernand. D'accord. Alors, il y aura un mot que tu devras m'identifier, que je devrais passer dans mon prochain podcast sans savoir qui va être interviewé, et une question pour mon prochain invité. Là, je te donne ça là. Genre. Le mot, ça sera cigogne.
Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'est venu là. Il n'y a pas de raison? Non. OK. Et la question, ça peut être léger. Ça peut être lourd aussi. Quand l'audace, c'est très léger. Ouais, écoute, la question, ça pourrait être les prochaines vacances. Ah, ça, c'est bien, ça. Les prochaines vacances, c'est où, c'est quoi? OK. Mais moi, je sais déjà qui est mon invité. Je ne le dirai pas, je ne le partagerai pas, mais c'est une très, très belle question. Très belle question qui va être intéressante à poser à cet invité-là. Écoute, Sébastien, j'ai eu juste du plaisir à voir ta présence. C'était une présence qui était très attendue de ma part, je dois te l'avouer. Tu es un bon ami, puis tu m'inspires, tu m'impressionnes. Je ne m'aventurerai pas dans ce que tu as fait, là, mais c'est pas moi, ça. C'est pas mon. J'aime mieux jouer au golf. J'aime mieux jouer au curling. Ça va? C'est pour moi, c'est mes petits défis. Mais écoute, je t'avais déjà dit, si un jour il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider dans tes projets, tu peux lever la main, ça va toujours me faire plaisir. Si ce n'est que d'avoir fait un podcast avec moi, mais tant mieux. Mais si tu as d'autres projets, tu ne te gênes pas. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Tu es inspirant. Merci. Et tu changes des vies. Et ça, c'est incroyable. Fait que Sébastien, je te remercie infiniment. À mes auditeurs, allez acheter les livres de Sébastien. Allez consulter son site web. Le 30 mars, pour ceux qui vont écouter le podcast avant le 30 mars 2026, n'hésitez pas. Allez voir cet événement-là. Vous allez revenir changer, transformer et inspirer. Sébastien, mon ami, merci infiniment. Ton amitié. Puis au plaisir de se reparler peut-être pour une prise 2 de podcast. Ouais. Ça pourrait être très intéressant. Avec plaisir. Merci.